réflexion faite à la dernière minute, je me suis dit que ce serait plus intéressant de commencer par la fin. C'est de commencer un peu par euh, regarder ce qu'on peut partager ou les sujets qui peuvent être amenés à réflexion à la suite de ce que je vais présenter. Alors, il y a un premier volet, c'est la réalité dont on dispose aujourd'hui euh, par rapport au laboratoire classique, le laboratoire pratique, où on est dans une salle avec du matériel. On dispose aujourd'hui de deux autres modes de laboratoire. Le laboratoire que j'appellerais non présentiel, c'est le laboratoire à distance, entre autres, que je vais présenter. Mais on a même un autre mode que j'appelle le lab at home, c'est le laboratoire chez soi, à la maison aussi. Et puis un troisième volet qui est le lab virtuel, le laboratoire virtuel. Alors, souvent on confond les deux, mais en fait, il faut comprendre que quand on parle de laboratoire non présentiel ou laboratoire à distance, c'est un laboratoire où on manipule de l'équipement réel, donc de l'équipement physique. Le laboratoire virtuel, c'est beaucoup plus de la simulation, donc des logiciels. Et alors, certains voient que ces trois modes sont en opposition, alors que moi, je préfère les voir en complémentarité. Et euh, l'idée, c'est de réfléchir sur un modèle qui permet d'exploiter la force de chacun de ces modes de laboratoire. Donc ça, c'est une première matière à réflexion. Et il y en a une deuxième, c'est un peu la réalité que l'on vit actuellement. Les étudiants, une fois en salle de classe, puis dans le laboratoire. Est-ce que cette séparation va continuer à avoir du sens? Est-ce que on peut réajuster un peu tout cela pour harmoniser l'intérêt et l'efficacité de ces deux modes-là? Entre autres, il suffit de comprendre que le laboratoire, ça se fait en petits groupes, avec un équipement de plus en plus coûteux et qui change par la technologie, et puis une mobilisation donc d'espace qui souvent n'est pas exploité que pour des courtes durées par rapport au reste des installations, et puis mobiliser des enseignants aussi en nombre élevé. Donc ça, c'est le deuxième point aussi qui mérite d'être vu. Et puis, un troisième volet ou un ensemble de points, c'est le coût. On n'en parle pas beaucoup. On est dans le milieu universitaire, on passe la commande et on ne voit pas ce qu'il y a derrière cela. Il faut comprendre que derrière cela, un équipement de laboratoire, ça coûte les yeux de la tête parfois. C'est énorme. Puis le matériel qui, avec l'évolution technologique, change continuellement. Donc on est obligé d'être derrière les nouvelles solutions, l'espace qu'on utilise pour le laboratoire, puis le temps qui est matériellement occupé par les étudiants et par les enseignants qui les accompagnent. Puis le dernier point, c'est la mode de tout le monde maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle peut venir faire ici? Comment peut-on l'exploiter pour harmoniser tout cela? Voilà, donc ça, en fait, j'ai prévu au début de le faire, d'en discuter à la fin, mais je préfère le lancer au début, comme ça, on aura dans la tête où est-ce qu'on s'en va. Alors, euh, oui, un des objectifs ou des orientations de ma présentation est inspiré par ce tableau-là. Je ne sais pas si vous l'avez jamais rencontré. Euh, si vous voyez ce tableau, en haut, c'est écrit en l'an 2000. Et le tableau, qu'est-ce qu'il présente? Ben, il présente l'enseignant, il est là. Puis les livres, donc c'est les ressources. Puis la machine, qui va traiter ces matériels-là, l'élève qui fait tourner donc la manivelle, donc qui va traiter ces livres-là, puis les fils qui vont amener les écouteurs, l'information aux étudiants. Et ça, c'est en l'an 2000, donc depuis longtemps, on a vu, on s'est imaginé ce qui va se passer en l'an 2000. Et en fait, là, on ne connaissait pas les solutions, mais c'est réellement ce qu'on fait aujourd'hui. On fait la digitalisation, c'est l'équivalent de cette machine, de contenu, puis le transfert par les différents outils technologiques. Et les étudiants apprennent par l'audio, par le visuel, par tout ce que vous voulez. Et ce qui est remarquable, c'est que ce tableau-là, il était fait en 1910. Donc, presque un siècle avant
un siècle avant l'arrivée réellement de l'enseignement à distance. Maintenant. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui avoir l'ambition de projeter ce qui se peut passer dans un siècle, mais déjà dans 4-5 ans, c'est déjà très bien si on arrive à prévoir ce qui va se passer. Donc, l'un des objectifs un peu de cette communication, de ce travail, c'est un peu d'aller dans ce sens-là, de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut utiliser ou prévoir comme développement des modes d'enseignement classiques entre théorie et pratique, entre distance, présence, etc. Alors, très simplement, le laboratoire à distance, qu'est-ce qu'on entend par cela? Par exemple, l'étudiant qui est à la maison, il peut se connecter et puis utiliser l'équipement réel du laboratoire pour faire des travaux pratiques. Comme on peut avoir, parce que là, c'est inspiré d'un projet réel, comme on peut avoir un étudiant d'une institution qui va se connecter à une autre institution pour utiliser le matériel de l'autre institution. C'est le partage des ressources physiques. Ça correspond en fait à un projet qu'on a fait avec l'ETS il y a quelque temps déjà. Donc, à côté de cela, dans le même sujet, et au moment où on a développé notre solution un peu de l'AD à l'UCO, on s'est intéressé avec un groupe qu'on s'appelle le Ciel. À ce moment-là, maintenant il a changé de nom, c'est Collaboration pour ingénierie enseignée en ligne, de faire un peu l'état des différents modes de laboratoire à distance, en quelque sorte. On les a classés virtuels, laboratoire à la maison et puis laboratoire à distance, comme on vient de l'en faire. Ça veut dire qu'il y a eu des actions un peu diverses qui ont été aussi à la source du projet que l'on a lancé. Oui, je reviens un peu à l'expérience avec l'ETS où on a mis les trois cégep avec l'ETS. Alors, si on arrive maintenant à l'expérience de l'AD, eh bien, c'était lancé dans des conditions spéciales. Hein. C'est pour ça que je fais un peu ici le bilan ou les forces qui ont amené à développer ce projet-là. Il y avait la nécessité, c'était la Covid, le projet lancé pendant le Covid, où on cherchait à permettre aux étudiants de faire leurs travaux pratiques, mais sans le rapprochement, donc avec la distanciation et les contraintes de distanciation. Donc, c'était la nécessité et l'urgence. Et puis, il fallait conserver la crédibilité de la formation aussi, c'est une formation d'ingénieur. Et de l'autre côté, il y avait les risques et les résistances pour se confirmer totalement à ce qu'on faisait avant. Et heureusement que c'est le côté droit qui a balancé, qui nous a permis donc de lancer ce projet-là. Alors, il y a eu de la résistance et ça, c'est une notion que j'aime toujours évoquer parce que sans vaincre ces résistances-là, on n'aurait pas pu avancer. Il y a une résistance qui peut se faire au niveau de la hiérarchie, toujours dans un projet innovant, qui peut se faire au niveau des acteurs réellement, comme elle peut se faire aussi au niveau des normes et des standards. Dans le cas de la formation d'ingénieurs, il y a le bureau d'accréditation qui a des exigences et qui ne sont pas nécessairement conformes avec les laboratoires à distance. Par la suite, Madame Nadia va peut-être en parler sur cet aspect-là. Et donc, nous, le projet qu'on a développé, au fait, à la base, hein, le mot secret, c'était de se fournir, de s'équiper avec de l'électronique de miniature, nouvelle solution sous forme de kit, qui, à la fois avec un logiciel approprié, peut remplacer 13 instruments, l'équivalent de 13 instruments classiques qu'on faisait dans le laboratoire habituel. Puis, alors, à côté de cela, il a suffi d'ajouter Zoom et puis de prévoir les scénarios qui permettent à l'étudiant de se connecter à distance pour manipuler, pour faire exactement les manips qu'il faisait habituellement avec les instruments et sur la table avec les équipements classiques qui étaient utilisés. Alors, évidemment, tout ceci va s'accompagner avec des approches pédagogiques bien orientées pour préparer ces séances de travail à distance et puis l'évaluation et tout ce qu'il y a autour de cela. Alors, un petit aperçu sur le développement ou l'évolution de ce que l'on a fait. Alors, la première étape, c'était l'automne 2020.
en plein Covid, vous connaissez très bien cela, et c'était le démarrage, c'est le grand défi, justement, c'est de convaincre les responsables d'acheter l'équipement approprié, qui n'est pas donné. Il fallait le commander, il faut être... Et c'est là où Madame, justement, Baziz, a eu le courage d'opter pour cela, de mobiliser les ressources nécessaires pour acheter des kits convenables que pour cette manipulation-là. Puis on a commencé à faire des manipulations locales en 2021, début 2021, et puis une première type d'expérimentation en hiver, puis par la suite un deuxième mode. Donc on a développé un peu deux façons d'exploiter ce kit-là. La première façon, c'était de voir qu'avec un seul kit, on pouvait faire passer plusieurs équipes, plusieurs étudiants là-dessus, mais c'était l'enseignant qui faisait passer euh, un étudiant un à un, l'un à la suite de l'autre, et à chacun un temps réduit pour faire ce travail-là, mais avec une préparation à l'avance assez élaborée. Ça, c'était le premier scénario où on voulait voir la faisabilité de cela. Puis la deuxième solution, c'était beaucoup plus efficace, où justement on regroupait les étudiants par équipe de deux dans une salle de Zoom, comme il y avait plusieurs salles de Zoom, et là ils vont travailler avec l'un d'eux qui a un kit et l'autre à distance. Ils vont se relayer sur l'utilisation du kit pour faire la manipulation à tour de rôle. Donc chacun joue une partie là-dessus et puis ils se partagent les mesures et discutent leurs résultats. Donc c'est le modèle le plus intéressant qu'on a développé en deuxième étape. Euh, alors voilà un peu l'environnement dans lequel on a développé cela. Donc il y avait un groupe au laboratoire avec les kits qui sont à gauche là, donc avec les kits et les ordinateurs. Il y a un autre groupe qui représente les étudiants à distance. Il y en a certains qu'on a regroupés dans une salle toute seule et d'autres qui sont, même là on a un cas où les gens sont chez eux et ils sont connectés pour valider l'approche qu'on est en train de faire. Puis il y avait une équipe de soutien de chargés de cours de laboratoire qui ont accompagné toute l'expérimentation. Donc, c'est ça la procédure qui nous a permis un peu de mettre sur pied le développement de cela. Alors, donc, bon, le temps que ça s'est préparé, on a fait quelques expériences là-dessus. Et puis, après, le Covid, heureusement, a disparu. D'accord? On s'en est débarrassé. Et puis, après le Covid, qu'est-ce qui s'est passé, justement? Ben, on s'attendait à ce que euh, après le Covid, les gens reviennent au laboratoire classique avec l'équipement classique, avec les tables, le présentiel classique. Mais à la grande surprise, ben, euh, les kits prennent la place du matériel classique. Ben, après le Covid, les gens de laboratoire et les étudiants sont habitués aux kits. Ils ont trouvé que c'est beaucoup plus intéressant de continuer à utiliser ces kits que de retourner avec l'équipement où à chaque fois, pour chaque manipulation, pour chaque groupe d'élèves, il faut 4, 5 instruments qu'il faut amener, qu'il faut installer, qu'il faut... Donc là, depuis la Covid, pratiquement, c'est cette solution on arrive à la pérennité un peu de cette solution. Et c'était une belle surprise là-dessus. Qui permettait de faire des manipulations et des travaux pratiques de manière efficace avec ce même équipement. Euh, Adi, je me permets, il y avait une petite question sur la discipline qui était concernée par ces expérimentations-là. ah oui, le tout s'était fait dans les cours de génie électrique. Donc, dans le département du génie électrique. Alors, on va justement passer en vue le témoignage de l'enseignant de ces cours-là. Alors, donc, où est-ce qu'on veut arriver? Donc, c'est ce matériel, cette solution qui a été développée à la base pour contourner les difficultés de manipulation pendant la Covid. Elle a, elle a vu une pérennisation après le Covid. On l'utilise jusqu'à aujourd'hui de cette façon-là. Et elle promet aussi des gains très intéressants. Là, j'ai essayé de faire un tableau qui résume tout cela. Donc, rien que sur le coût, hein, avec avant le laboratoire à distance, une valeur approximation de
On a fait cela pour un TP de 12 binômes, donc de 12 équipes de 2. Ça devait mobiliser à peu près l'équivalent de matériel de 48 000. Avec la solution du projet LAD, ben c'est un facteur de 5, pratiquement 9 600. C'est approximatif, évidemment, mais c'est une différence énorme en forme de budget. Ben, les pédagogues ne regardent pas cela, mais c'est un élément important si on veut renforcer cette solution. Les décideurs sont très sensibles aujourd'hui à ce qui est financier. Donc, un gain de ce genre-là, c'est quelque chose de très intéressant en termes déjà de valeur, mais en termes d'espace aussi. Ben, habituellement, 12 binômes, ça occuperait 2 laboratoires, 2 salles de laboratoire. Avec cette solution-là, ben, si on décide que les étudiants restent chez eux et que l'un d'eux prend dans le taxe, donc on aura juste besoin d'un bureau d'assistant dans le cas du TP à distance. Dans le cas de TP à distance, c'est pas dans le cas de présentiel. Puis, donc, réaliser les TP avec du matériel réel pour des étudiants éloignés aussi, c'est une option très intéressante. Le Canada, c'est un pays très large, le Québec est très large, donc ça pouvait être aussi une solution de permettre à des gens éloignés de faire des travaux pratiques à distance, quelque chose de très intéressant. Ça permet aussi de repenser les TP dans leur objectif, leur contenu, un peu les matières à réfléchir que j'ai souligné tout à l'heure. Alors, ce qui s'est passé justement encore après le Covid, c'est que l'enseignant d'un cours, il a été intéressé, il séduit un peu par cette solution de kit, et puis il a décidé de l'emmener en classe. Et donc, de changer totalement son enseignement en lui intégrant une partie pratique, une démonstration pratique pour les étudiants. C'est encore un plus qui donne de la valeur à l'expérience que l'on a faite. Alors, toute cette orientation-là, en fait, elle vient encore soulever la question des objectifs et de façon de faire les travaux pratiques de manière classique. Un sujet à débat depuis longtemps déjà. On regarde que les connaissances acquises grâce au TP conventionnel sont minimes par rapport au temps et aux efforts consacrés à ces travaux-là, faits de façon classique, quoi. Puis les TP conventionnels consistent généralement à exécuter les instructions définies et offrent de rares opportunités à l'étudiant pour développer sa créativité et ses initiatives. Là, je prends des extraits de publications et de recherches qui seront intéressés à la thématique. Et donc, l'idée, c'est que avec ce nouveau mode, on a en vue la possibilité d'aller dans un autre mode d'exploitation de ces travaux pratiques par le moyen de laboratoires à distance. Alors oui, bon, ce travail a mérité encore d'être dans le concours de Hublot, a été un peu reconnu comme travail innovant. Et là, si je vois un peu le parcours que l'on a fait, il y avait un besoin au niveau des contraintes du Covid, il y avait de la résistance, mais qui n'était pas très, très forte dans notre cas. Puis on a créé le LAD, on a fait la solution concrète, et puis la pérennisation maintenant, le matériel de LAD est utilisé même en présentiel. Puis là, sa création d'une nouvelle réalité qui permet un gain financier et matériel, et puis de nouvelles perspectives sur lesquelles on peut travailler aussi. Alors, je vais tout de suite passer le témoignage de je sais pas, est-ce que non, vous ne voyez pas? On voit une diapositive avec écrit témoignage de Monsieur Tim. Comment? Vous ne voyez pas la vidéo, non? On ne voit pas la vidéo, non. D'accord, je vais changer un peu le partage. Partage, ça serait... électroluminescentes, des photodiodes, des transistors. Tinko Eftimov, je suis professeur. Bonjour, je m'appelle Tinko Eftimov, je suis professeur. Vous voyez maintenant la vidéo? Oui, Absolument. Le son Oui. aussi? D'accord. Bonjour, je m'appelle Tinko Eftimov, je suis professeur au département d'informatique et d'ingénierie à l'UQRO.
Maintenant, j'aimerais parler sur des démonstrations en classe que je fais en utilisant la plateforme Analog Discovery. La disponibilité du kit Analog Discovery et son utilisation au LAD m'a inspiré pour l'exploiter en classe pour soutenir l'enseignement théorique classique et renforcer la validité de la théorie par de l'expérimentation. Ceci permet de rendre les étudiants plus confiants vis-à-vis des théories et permet de renforcer la rétention. Les démonstrations se font en classe durant le cours pour aider aux étudiants à mieux comprendre la théorie, le fonctionnement et les applications de certains composants, signaux, lois ou phénomènes. Pour l'instant, on a des démonstrations qui se font avec les cours Génie 1103 électronique, Génie 1123 électronique 2, Génie 1433 système de communication. Les étudiants apprécient les démonstrations pareilles puisque, premièrement, les démos se font avant le travail pratique, les TP, qui est concentré sur quelques sujets particuliers. Deuxièmement, le kit est utilisé souvent dans les TP. On clarifie les aspects pratiques de l'analyse théorique et ils sont libres à poser des questions et faire varier des conditions de l'expérience en classe pour clarifier la matière. Aussi, ils ont accès au laboratoire virtuel et peuvent utiliser le kit en régime simulation pour certains sujets tels que les séries de Fourier et le contenu fréquentiel des différents signaux, les modulations et ainsi de suite. Pour l'instant, j'ai développé 10 démos, commençant par des diodes PN, des diodes électroluminescentes, des photodiodes, des transistors, des simples systèmes de communication optique et aussi l'analyse théorique et la simulation des séries de Fourier, continu fréquentiel et ainsi de suite. Par exemple, démon 1, c'est la dépendance du courant à la tension pour une diode PN. On transe la dépendance du courant à la tension. On fait une tendance à la courbe pour vérifier la... Ça s'est arrêté, Radi? Dépendance exponentielle. On trouve le facteur de qualité de la diode. On trouve les résistances statiques et dynamiques de la diode. On trace aussi les approximations linéaires pour déterminer la tension de déblocage V0 de la diode et sa dépendance au courant. Très bien. Donc, c'est un peu l'expérience un peu originale qui se fait maintenant. Hein, donc, c'est des solutions très intéressantes si on s'oriente pour explorer cela de manière très efficace et très orientée, parce que on est en train de casser la barrière entre la théorie et la pratique, puis de gagner du temps. Et ça suppose qu'on peut même revoir les durées et la philosophie des travaux de laboratoire. Là, je vais peut-être céder la parole à Madame Nadia, qui va un peu nous reprendre comment est-ce qu'elle a vécu l'expérience, comment est-ce qu'elle a eu le courage de lancer l'initiative, puis un peu la négociation avec l'ordre des ingénieurs ou le bureau d'accréditation, et puis ce qu'elle voit par la suite pour le projet. Madame Nadia. Oui, merci Radi pour la belle présentation. Non, effectivement, je commencerai par aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, donc c'est pas seulement un LAD en fait, hein, on devrait aussi parler de sorte de laboratoire mobile, hein, parce que je prends le cas du professeur Tinko, ben il a aucun problème à déplacer le matériel, c'est très léger, c'est très facile à installer, et puis il s'en va en salle de classe et puis il fait sa démonstration. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc il y a encore une autre exploitation, c'est cette portabilité. Pendant la pandémie, j'avais une situation où j'avais des étudiants français, donc qui normalement devaient chaque année venir à l'automne pour prendre ou s'inscrire à 5 cours chez nous, puis après ils repartent en fin de session. Et pendant la pandémie, ben c'était plus possible, il y avait plus. Mais c'est pas pour autant que l'entente s'est arrêtée, c'est-à-dire que ces étudiants prenaient les cours à distance. Et il y avait des cours dans lesquels ils devaient manipuler du matériel. Pas, c'est des informaticiens, donc c'était pas un matériel très lourd. Et là, j'étais obligée donc d'introduire la solution, d'aller commander le matériel chez Amazon, de le faire livrer en France chez eux
pour qu'ils puissent faire justement. Donc, c'était des petites cartes qu'il fallait brancher sur leur ordinateur. Et donc, c'est nous qui fournissons ça. Donc, on leur a livré ça chez eux et puis ils ont pu comme ça donc faire leur manipulation. Donc, de la même façon, si on avait eu des étudiants français comme ça avec ce matériel, on aurait fait la même chose. C'est-à-dire, on envoyait les cartes chez eux, puis comme ça, ils auraient pu donc manipuler. Là, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, le matériel qu'on a acquis, bon, on l'a bien rentabilisé, il est toujours en utilisation, donc c'est un point positif. Mais je dois dire qu'au début, ben, Radi, il fallait me convaincre, hein. Il est venu à mon Ah oui, bureau, c'était pas il du m'a tout. exposé l'idée. Lui, il avait déjà un certain bagage sur tout ce qui est LAD, hein, parce qu'il avait cette expérience à l'ETS. Et donc, voilà, nous, on est en pleine pandémie, il faut tout restructurer, la distanciation, on peut pas non plus, on n'a pas complètement renvoyé nos étudiants chez eux parce que la formation en génie exige l'expérience de laboratoire. Donc, les étudiants venaient, mais en petits groupes. Donc, le staff, OK, donc les employés, les responsables de laboratoire, les techniciens devaient venir, mais on devait prendre des précautions, des conditions sanitaires, mais alors draconiennes, OK, pour pouvoir faire cette expérience-là. Et donc, au lieu de faire, mettre euh, 28 étudiants dans un laboratoire, c'était impossible. Il fallait y aller par petits groupes parce que la distanciation était de mise et les conditions d'hygiène et de santé-sécurité. Et donc, là, j'ai dit, bon, pourquoi pas après tout. Il est arrivé à me convaincre. J'ai dit, pourquoi? Allons avec un projet, un prototype, un projet pilote. Et là, j'ai pu convaincre la haute direction. Ça, c'était aussi le deuxième volet parce que les dépenses étaient nombreuses à ce moment-là. Il fallait tout refaire, tout revoir. Donc, il y avait beaucoup de dépenses. Mais quand même, bon, j'ai eu une oreille, qui m'a écouté. J'ai eu le OK de la haute administration. Donc, on a commencé par, je crois, 2 kits au début, hein, Radi. 2 kits. Je crois Euh, qu'on avait acheté la première fois, puis après, oui, deuxième après, vague, ça, j'ai pu les c'était, convaincre à acquérir un peu plus. Bon, c'était une belle expérience réussie. Le challenge, un autre défi, c'était de former le, les techniciens et les assistants qui accompagnent les étudiants dans le laboratoire. Il faut les former à ce nouvel équipement. Il faut les former aussi à manipuler Zoom, parce que quand on a 2 étudiants, un au laboratoire et un chez lui, ils communiquent par Zoom. Il faut quand même ouvrir cette session Zoom, il faut créer les différentes salles, etc. Et ça, nos assistants ne sont pas prêts. Donc, il y avait beaucoup de choses pendant la pandémie qu'il fallait revoir. Donc, ça aussi, c'était un challenge. Et ça rajoutait forcément un degré de complexité à tout ce qu'on faisait. Mais bon, je dirais que c'est une expérience concluante et je me dis qu'on est prêt pour une autre pandémie. Hein, c'est pas ce qu'on souhaite, mais mais ça venait à arriver, donc on est prêt à affronter ça. Ça c'est un. Et puis deuxièmement aussi, nous on est un campus. On est à université sur 2 campus, donc on existe à Gatineau et on est aussi implanté à Saint-Jérôme. D'accord? Donc, l'UQO a 2 campus. Et donc, on se disait que si on ouvre le génie à Saint-Jérôme, OK, il y aurait aussi possibilité de commencer nos laboratoires comme ça, c'est-à-dire parce que les équipements, ça s'acquiert pas du jour au lendemain, donc ça va de manière progressive. Mais on peut toujours aller avec des laboratoires à distance en attendant que tout le matériel soit acquis. Donc, ça aussi, donc, je dirais que c'est quelque chose qui nous prépare à une extension de la sorte. Euh, Au niveau du BCAPG, nous avons donc le Bureau canadien des agréments des programmes de génie au Canada qui veille à la qualité de la formation, qui veille à l'expérience de laboratoire. Et bon, heureusement que pendant la pandémie, donc ils avaient eu certaines latitudes, hein, donc ils ont été compréhensifs, mais quand même, mais c'est pas pour autant qu'il faut enlever les expériences. Donc quand ils nous ont visités, il fallait fournir un addenda où on expliquait exactement toutes les réaménagements qu'on a fait, tous les changements qu'on a fait, et ça a été bien accueilli. Donc ça c'est aussi un bon point. Donc c'est une expérience qui a été bien reçue. Voilà.